Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Evidence-Based Physio Podcast. Merci à Guillaume Deville pour nous permettre de vous proposer ce nouvel épisode. Je suis Camille Le Tertre et j'ai la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui Théophile Florentin. Théo, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît parce qu'on a fait nos études ensemble à l'IFMK de la PHP. Mais c'est que récemment qu'on a un peu repris contact et échangé parce qu'on s'intéresse à des questions similaires. Donc ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter? Bonjour Camille, ça me fait très plaisir d'être invité sur ce petit podcast. Du coup, je m'appelle Théophile Florentin. Ça fait 10 ans que je suis diplômé, que je suis kinésithérapeute libéral. Depuis un an, j'ai commencé une activité salariée à mi-temps, justement à l'IFMK de la PHP, dans lequel on a fait nos études ensemble. Euh, Et c'est vrai que c'est marrant de se rendre compte des chemins qu'on a parcourus respectivement et qu'on se. Ce qui est fou pour Ouais. l'anecdote, c'est qu'on s'est recroisés dans la rue juste après s'être dit, eh ben, viens, on fait cet épisode. Ouais, Et alors que ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu, quoi. Mais exactement. voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à premièrement tout ce qui est, on va dire, prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Je me suis pas mal formé dans ce domaine-là et c'est un peu le champ dans lequel j'enseigne aussi à l'IFMK. Et je sais pas si tu te souviens, si t'as les mêmes souvenirs que moi, mais à l'époque où on était étudiant, euh, la prise en compte des facteurs psychosociaux a été très peu abordée. Et, Mm. euh, et on avait beaucoup de profs qui étaient ostéopathes aussi. Ouais, Et c'était bizarrement, moi, la première fois que j'ai été sensibilisé à ça, ça a été par des ostéos. Donc c'était fait très maladroitement et puis avec toutes les dérives qu'on peut, Mm. qu'on peut connaître. Mais j'ai commencé un peu mon parcours de praticien, moi en tout cas, avec ce prisme-là. Et, euh, et tu veux qu'on parle de l'article maintenant? Ouais, bah ouais, ouais, carrément. Ben, ouais. Et comment t'es arrivé à choisir l'article dont on va parler aujourd'hui? Ben justement, c'est que j'avais eu ce cheminement-là. Moi, j'avais toujours trouvé qu'il y avait des lacunes immenses dans la prise en compte de ces facteurs-là. Puis donc, comme on avait pas mal de profs ostéopathes qui s'intéressaient à l'impact des émotions, de ce que les patients pouvaient vivre ou Mm. expérimenter, en dehors de simplement des contraintes mécaniques, euh, j'ai toujours accordé de l'importance à ça, mais j'avais peu d'outils validés pour avoir la légitimité, en tout cas à mes yeux, de leur donner vraiment de l'importance. Donc, dans mon cheminement, il y a pas mal d'auteurs qui m'ont euh, qui m'ont ouvert à ça. Et c'est vrai que tes podcasts et puis ton travail, je pense, même si j'ai Merci. pas tout lu et j'ai pas fait ta formation encore, euh, m'y ont assez sensibilisé. Donc cet article, je l'ai découvert en fait, sur Insta. C'est un physio australien que je suis parce que je suis aussi enseignant en yoga, je donne des cours de yoga. Et dans mon parcours un peu parallèle, je pense que ça m'a pas mal aidé, tu vois, pour venir inclure dans la santé, justement, tout ce qui est contextuel, rapport aux autres, donc, tu vois, perception de soutien social, Mm. rapport aux émotions. Donc voilà, je suivais ce mec qui s'appelle Yogic Physio sur Insta, qui poste de temps en temps des articles qui, qui pour lui peuvent faire sens pour la profession. Et du coup, j'ai commencé à lire dessus. Donc c'est une équipe d'Italiens qui a travaillé dessus, de l'Université de Bologne, des Mhm. psychiatres italiens. Et on va dire que je l'ai choisi parce que je trouve qu'il y a plusieurs intérêts, notamment, premièrement, un intérêt pédagogique, voire andragogique pour la formation continue, euh, notamment dans la prise de conscience de la part des étudiants et même des professionnels de santé de l'impact des déterminants de santé sur le développement de pathologies organiques, voire, pour en parler par la suite, mais de sensibilisation aussi à la douleur. Mm. En parcourant cet article aussi,
ce qui a émergé, c'est la volonté des auteurs d'offrir un cadre unifié qui synthétise un peu l'ensemble de différents facteurs psychosociaux et, euh, et de leur matérialisation en clinique et de leur impact sur la santé. Mm. Et donc, je pense que ça peut offrir, tu vois, un intérêt en pratique clinique. Et c'est un argument en faveur, un argument supplémentaire en faveur d'une pratique, pour reprendre tes termes, informée par la psychologie. Oui, tout à fait. Et donc, vraiment, pour être clair, donc ce sera en référence évidemment du podcast. L'article s'appelle Allostatic Load in Clinical Practice, donc c'est charge allostatique en pratique clinique. C'est quatre auteurs. L'auteur principal s'appelle Giovanni Fava. Et oui, comme tu disais, ils sont rattachés à l'université de New York et à l'université de Bologne. Mm. Euh, et, et il a été publié en 2023. Donc, c'est un article Ouais. assez récent dans Clinical Psychological Science. Euh, euh, et oui, c'est intéressant le cheminement qui nous amène à ouvrir un peu. On a tous des voies un peu différentes, mais finalement, quand on commence à réfléchir au-delà des charges mécaniques, comme tu disais, il y a vraiment beaucoup d'autres choses. On devient très curieux, je trouve. Mm. Et, et petit à petit, on amène de plus en plus de considérations. Et cet article, en effet, a le mérite d'essayer de regrouper euh, beaucoup de choses des facteurs environnementaux et contextuels des patients et de lier ça à la santé physique, ce qui est un exercice difficile, mais qui légitime en effet de pouvoir réfléchir au-delà de la mécanique. Euh, je te laisse continuer peut-être du coup sur la présentation de l'article et Ouais. Alors, par rapport au contexte de cet article qui a motivé les auteurs, euh, il mentionne deux points principaux. Euh, alors, pour contextualiser encore un peu plus loin, ça ne le précise pas, mais eux, ils sont issus d'un système de santé italien, donc ils ont des références assez communes avec le nôtre, si ce n'est que, de ce que j'ai pu lire, la couverture sociale est un peu moindre là-bas par rapport à Mhm. la France. Mais ils ont un peu ce même système de, de médecin généraliste qui va réadresser après aux physio ou aux autres. Enfin, voilà, en tout cas, il y a un peu ils appellent ça les primary care, Ouais. les praticiens de première intention, dont les kinés ne font pas partie. Donc c'est assez similaire pour le coup. Et du coup, ils soulèvent les limites de l'approche médicale classique, entre guillemets, qui a tendance à focaliser sur les biomarqueurs pour l'établissement de diagnostic pathologique, avec des seuils pathologiques, pardon, et ce qu'ils appellent aussi une médecine fragmentée, qui poserait des étiquettes du coup diagnostic en fonction de la spécialité du praticien et du coup en raisonnant par système organique et non pas de façon très globale ni holistique. D'autre part, puisque c'est des docteurs en psychiatrie, euh, eux, ils font des références aussi aux critères diagnostiques. Ça, je sais que tu es un peu moins en accord avec ça, mais aux critères diagnostiques en psychologie et en psychiatrie qui s'appuient beaucoup sur le DSM-5 et qui prend peu en considération, d'après eux, en tout cas pas assez, l'importance enfin, des facteurs contextuels et de la façon dont le patient perçoit certaines situations de vie ou même le stress qui est engendré par ces Ouais. situations-là. Voilà pour ce qui est du contexte. Et du coup, j'ai pu trouver quatre objectifs. En tout cas, ils parlent de quatre objectifs dans leur article. Premièrement, c'était de définir et de pouvoir clarifier un petit peu ce concept de charge allostatique, euh, puis de pouvoir proposer dans un deuxième temps une méthodologie pour son évaluation en pratique clinique. Euh, Ensuite, troisième point, il propose d'établir une classification en différentes phases, il y en a quatre, qui va de l'euthymie jusqu'à en fait l'aggravation ou l'apparition de pathologies organiques ou psychiatriques. Et enfin, dernier point, enfin, dernier objectif de leur papier, c'est d'encourager l'intégration de ce modèle-là au maximum en clinique et non pas
que chez des praticiens qui s'intéressent à la sphère psychique, mais de façon plus globale, donc pour les médecins généralistes, les autres professionnels de santé, euh, afin d'avoir une utilité un peu plus transdiagnostique et pouvoir aider aussi les kinés, entre autres, à pouvoir catégoriser leurs patients euh, en fonction du stade enfin, du stade présumé de charge allostatique auquel ils sont soumis. Ouais, ouais, Voilà ouais. pour l'introduction un peu à tout ça. Euh, Par rapport à la méthodologie. Alors, du coup, il s'agit d'un type d'article qui est une revue narrative euh, avec une validité interne relativement modérée, puisque tu l'as très bien souligné, les auteurs ont une fâcheuse tendance à s'autociter, mais je mettrai un peu de relief à tout ça, puisqu'il y a quand même certaines sources, même si c'est issu de leurs travaux à eux, qui sont par exemple une revue systématique qui est parue en 2021, qui est quand même plutôt bien construite, puisque alors cette revue, ça s'appelait Ouais, Its allostatic Impact load on and its Health. impact on health. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Donc l'impact sur la santé de la charge allostatique. Euh, c'est une revue systématique d'essais contrôlés randomisés de 2021 qui avait quand même inclus 267 articles qui s'intéressaient à la fois à la population générale et à la population pathologique, qui incluaient des études prospectives et rétrospectives et qui permettaient, pour moi en tout cas, de mettre en lumière du coup l'association de la présence de certains déterminants de santé et puis d'une charge allostatique élevée à l'âge adulte. Et ça donnait aussi une valeur prédictive justement à cette haute charge allostatique enfin, par rapport au développement de certaines pathologies. Après, voilà. Voilà. Et donc voilà. Et puis donc ça reste une revue narrative, donc avec tout ce qu'on peut lui reprocher sur le plan méthodo. Mais je pense, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste surtout le moyen d'alimenter un cadre conceptuel qui va permettre, je pense, d'ouvrir les perceptions et puis les conceptions que les praticiens de santé auront de leurs patients. Ouais, Et ils ont le mérite aussi de proposer des outils d'évaluation de cette charge allostatique. Et puis, ils le précisent bien dans la fin de l'article, ça reste on va dire peut-être le point de départ de cette recherche dans le champ un peu psychosomatique, quoi. ouais, Ça reste super. un point de départ possible. Merci. Et tu l'as super bien formulé, je trouve. Donc, c'est en effet un papier peut être à prendre avec un peu de, un peu de recul par rapport à voilà, leur choix d'articles de référence, etc. Euh, et pour autant, on a quand même choisi de passer du temps dessus parce que ça n'empêche pas d'en tirer des choses hyper intéressantes. Et il y a aussi un exercice d'esprit critique, je pense, qui est intéressant dans cet article euh, par rapport à la recherche de manière générale. Mais il y a parfois ouais, cette tendance à ne vouloir lire que des papiers qui correspondent au gold standard, qui sont des essais randomisés, etc., et de ne pas s'intéresser au reste. Et je trouvais bien de faire cet exercice ensemble, de choisir un papier qui n'est pas dans cette catégorie-là, qui pourrait être vite jugé et qui pourtant est une recherche intéressante qui amène, comme tu dis, un cadre de réflexion. Et voilà, donc il y a vraiment cette valeur à aller chercher des choses qui sont moins Mm. dorées peut-être, et pour autant hyper utiles. Donc voilà, la méthode est en effet amène ce regard critique, mais le contenu va nous faire discuter, donc parfait. Mm. Donc, par rapport au contenu de l'article à proprement parler, je pense qu'on pourrait commencer déjà par retracer les origines de ce concept de charge allostatique. Donc, ça s'appuie sur la notion d'allostasie, qui est le concept un peu fondateur de ce modèle après de la charge allostatique, Mhm. qui est un concept qui a été créé dans les années 80 par Peter Sterling et Joseph Heyer, et qui fait référence à la capacité d'un organisme à maintenir une stabilité interne en réponse, enfin en tout cas lorsqu'il est confronté à des défis externes. Eux, ils disaient surtout défis externes. Moi, je suis un peu moins. Voilà, on pourra en discuter, mais
C'est leur définition en tout cas. Et, euh, et l'allostasie, pour eux, était au service de l'homéostasie, qui est le maintien des constantes du milieu interne dans certaines fourchettes. Euh, voilà, c'est un mécanisme, c'est un ensemble de mécanismes assez complexes qui sont des mécanismes prédictifs et qui vont permettre d'anticiper la sortie enfin, la sortie des valeurs, en tout cas sur le plan de l'homéostasie, et d'assurer la perduration de l'organisme et de l'individu. Dans les années 90, il y a Bruce McEwen qui a développé lui le concept de charge allostatique. Donc ça fait référence au coût engendré par justement la mise en place de cette allostasie, puisque l'allostasie, ça met en jeu aussi les mécanismes de réponse au stress que peut-être certaines personnes connaissent bien, mais peut-être que ça vaut le coup de les rappeler. Euh, Notamment l'axe hypophyso-surrénal qui va engendrer la sécrétion notamment de cortisol et dont on sait que la sécrétion prolongée, enfin la sécrétion de toute façon est physiologique, mais la sécrétion prolongée ou à des niveaux trop élevés peut engendrer l'effet inverse, on va dire, sur l'organisme que de l'aider ou de lui permettre la survie. Voilà. Si cette réponse est trop intense, trop, trop longue dans le temps ou trop répétée, elle peut avoir un effet quand même néfaste. Donc, McEwen a synthétisé un peu le cumul de... Donc, l'axe HPA, ça reste un des mécanismes mis en jeu, mais il y a aussi le système nerveux autonome sur son versant sympathique, qui lui est plutôt responsable de la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Mais en tout cas, il synthétise tout ça par le contexte, par le principe de charge allostatique. Et c'était du coup surtout évalué euh, par la présence justement de ces biomarqueurs à l'époque. Donc, ils faisaient des prises de sang à leurs patients et puis ils se disaient, bon, bah, le taux de cortisol à jeun sur plusieurs jours est au-dessus des valeurs physiologiques. Donc, on peut considérer que ce patient-là est soumis à une charge allostatique trop importante et on peut corréler ça aux soucis de santé qu'il présente. Malheureusement, on s'est rendu compte à long terme que ça avait quand même ses limites, et notamment par la non prise en compte des causes sous-jacentes qui pouvaient différer en fonction des individus. Mm. Euh, D'ailleurs, si tu veux, on pourra revenir après sur l'utilisation des biomarqueurs, euh, qui est toujours utilisé, mais qui a été relégué peut-être au second, je dirais, voire au troisième plan maintenant de l'évaluation, et il y a un autre papier de 2021, il me semble, hein, qui a montré que ces biomarqueurs pouvaient être compactés au nombre de 5 et qu'il y avait des valeurs subcliniques et que le score composite de la présence de ces biomarqueurs était corrélé au score à l'échelle de stress perçu au PSS. Donc, il y a quand même une valeur, c'est pas acheter à la poubelle, tu vois, mais il y a quand même une valeur de l'évaluation, en tout cas, de la présence de ces biomarqueurs. Peut-être pas au seuil auquel on pensait, et puis peut-être plutôt en accompagnement, on va dire, de l'évaluation du patient dans une plus grande globalité. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'identifier ces causes, en tout cas de donner beaucoup plus de place à l'identification des causes sous-jacentes qui peuvent engendrer ces réponses trop intenses ou prolongées dans le temps chez les patients. Et pour ça, bah, les chercheurs de ce domaine-là avaient beaucoup utilisé ce qu'ils appellent les life events, donc les événements de la vie. Et historiquement, il y avait des questionnaires avec les life events, genre est-ce que vous avez divorcé dans l'année d'avant? Est-ce que vous avez perdu votre travail? Est-ce que voilà. Et il y avait un score puisque chaque item avait une valeur accordée par les personnes qui avaient construit en fait ces questionnaires-là. Donc ils essayaient d'avoir quelque chose d'un peu plus objectif entre guillemets, mais finalement c'était soumis à la subjectivité des personnes qui avaient construit Mm. ces questionnaires-là. Donc ça, pareil, ça avait des limitations. Ils ne trouvaient pas finalement, ça c'est pas ressortir d'utilité en clinique. Et donc, du coup, ben, on a commencé à s'intéresser un peu plus à comment
à comment le patient percevait euh, les événements qu'il avait pu traverser et auxquels il avait dû s'adapter, et surtout, euh, et surtout quelle perception il avait de ses compétences à, à remédier à ces situations, donc à exploiter ce phénomène d'allostasie. Voilà pour un peu pour l'historique Ouais. qui a amené du coup les auteurs à euh, voir cette nécessité d'établir un modèle clinimétrique. Ouais. Et, euh, et donc du coup dans cet article, il parle euh, depuis les années 2010 de critères diagnostiques qui sont alors c'est peut-être dans l'autre c'est peut-être dans la revue systématique qui le définissent un peu mieux, je trouve. Il parle de critère A et de critère B pour pouvoir poser le diagnostic d'une surcharge allostatique. Le critère A serait la présence d'une source identifiable de stress par le patient. Euh, donc, il doit être évalué, ce stresseur, comme étant suffisamment intense pour mettre à l'épreuve ou bien dépasser les capacités d'adaptation euh, de cet individu par lui-même, hein, en tenant compte de la nature complète et, euh, et des circonstances du stress. Donc ça, il faut que le patient, quand tu l'interroges, il puisse te dire, ah oui, il y a un événement euh, bien défini ou bien peut-être un peu plus, alors bien défini, genre un événement marquant à un instant T, ou bien peut-être un peu plus subtil et qui perdure dans le temps, qui aurait engendré en tout cas la sensation d'être dépassé. Et critère B, ce serait l'association de cette source identifiable, donc le critère A, avec l'apparition dans les 6 mois qui suivent enfin, qui suivent la survenue de ce stresseur, d'au moins, soit d'au moins un des deux symptômes suivants qui sont de l'ordre des troubles du sommeil, donc la difficulté à s'endormir, sommeil agité, réveil précoce, ou bien alors du registre du manque d'énergie, sensation de manquer d'énergie, ou alors même du registre de l'anxiété généralité, de l'irritabilité, et, euh, et des mood disorders, donc la tristesse ou bien démoralisation. Ou alors une altération significative du fonctionnement socio-professionnel, donc l'individu doit montrer des signes clairs de difficulté à maintenir ses relations sociales ou à fonctionner de manière efficace dans un contexte pro. Donc en gros, est-ce que ce stresseur a impacté ou non son fonctionnement professionnel? Et aussi, troisième critère qui peut être pris en compte, c'est, en tout cas, troisième sous-critère du critère B, une altération significative de la maîtrise de l'environnement. Donc là, il se sent dépassé par les exigences de la vie quotidienne, avec ce sentiment d'incapacité à gérer les tâches courantes ou même à prendre des décisions. Donc, pour poser ce diagnostic de surcharge aérostatique, ces deux critères A et B, avec les sous-critères du critère B, doivent être remplis. Le critère A est obligatoire, donc il faut qu'il y ait cet événement identifiable par le patient et ce stress doit être accompagné de symptômes cliniques qui seront de l'ordre du critère B. Ce que ça a pu m'évoquer, moi, de lire un peu sur ça, c'était à la fois ouais, à quel point ça peut être difficile euh, de, de, de lier ces changements comportementaux ou d'expérience de comment, ouais, comment ça se passe, comme tu disais, au niveau du sommeil, au niveau du relationnel, etc., et des événements identifiables. Euh, En fait, ce qui m'a un petit peu surprise, c'est qu'il y a eu cette tentative de donner une structure de réflexion qui permet ouais, d'identifier tout ça. Et en même temps, tu vois, moi, je travaille que avec des personnes qui ont des douleurs chroniques et Mhm. c'est jamais un événement particulier. Alors, il peut y avoir un événement, mais souvent, c'est des choses qui sont des choses prolongées ou c'est des choses qui datent de l'enfance aussi. Donc, je trouvais qu'il y avait évidemment une limite dans certains de ces critères du style quelque chose qui apparaît dans les 6 mois. Donc, Mhm. je pense qu'il y a vraiment une utilité à ça et ça nous aide, nous, en tant que cliniciens. Ça peut aider le patient aussi dans le déroulement de sa narrative pour prendre du recul et comprendre un peu le lien entre ce qui se passe, ce qui est vécu et comment le corps réagit. Euh, mais voilà, je trouvais qu'il y avait aussi une limite à comment ça peut être utilisé ou en tout cas, faut
peut-être pas se limiter à certains de ces critères-là. Je sais pas ce Bien que tu en sûr. penses. Ah, bah, je suis tout à fait d'accord. Et c'est pour ça que ça reste, tu vois, c'est pour ça que je trouve que l'utilité limite, tu vois, de ce concept-là, elle est presque plus pédagogique que clinique réellement, tu vois. Que, Ouais. qu'en fait, ça amène à questionner, de la part du praticien en tout cas, le patient, sur est-ce que vous avez la sensation. Moi, je suis gêné par les 6 mois aussi. Le truc de 6 mois, Mm. c'est pas un délai qui me semble réaliste en tout cas. Et ça amène en tout cas le patient, donc là on va dire les kinés, puisque c'est surtout des kinés qui nous écoutent, mais à interroger le patient sur est-ce qu'il a identifié des événements, ouais, qui auraient pu engendrer ce genre de réponse sur le long terme. Et puis je pense qu'on peut étendre tout ça, puisqu'en plus dans leur revue systématique, ils font bien le lien entre le fait d'être issu d'un foyer avec un faible statut socio-économique, Ouais. le fait d'avoir de faibles revenus, tu vois, ça c'est pas un truc qui se fait dans les 6 mois forcément. Euh, il y a aussi, je sais que tu avais reposté des papiers là-dessus, mais ils font le lien entre l'ethnicité, Ouais. tu vois, le fait d'appartenir à une minorité ethnique dans un, enfin bref, le fait d'appartenir à une minorité ethnique. Euh, Tout ça, c'est des trucs que tu expérimentes tout au long de la vie, tu vois. Oui. Euh, Et en fait, pardon, pour clarifier ces points-là, c'est des choses où c'est c'est- c'est parce que ces choses-là exposent à la répétition d'adversités dans la vie quotidienne. Donc, dans des sociétés euh, comme celle qu'on a en France ou en Europe de manière générale, des personnes de minorité qui sont plus à risque d'être exposées à des expériences racistes. Et ça, comment est-ce que ça se traduit physiologiquement chez ces personnes-là? Donc, cette réponse à ce stress de manière répétée, quand c'est des personnes qui sont dans des milieux défavorisés financièrement, etc. Donc, il y a ce stress constant de gérer le budget, de est-ce que je peux me nourrir, etc. Donc, tout ça, c'est des stress qui sont pas toujours lié à un événement particulier. Euh, et donc, voilà, donc, comme tu dis, ça vient challenger un peu ce critère diagnostique, mais une fois de plus, comme tu dis, c'est pas forcément à prendre à la lettre, ça peut être juste un cadre de Exactement. réflexion et une façon aussi d'aider la narrative des personnes à se Tout à dérouler fait. quand on les rencontre. Euh, Mais du coup, tu vois, je pense que dans l'article que là on étudie aujourd'hui, ils font moins référence à ce délai de 6 mois. Peut-être qu'ils mm, avaient un peu plus cadré dans leur revue pour mieux délimiter leurs critères d'inclusion des articles, tu vois. ouais, Euh, mais en tout cas, dans l'article Allostatic Load in Clinical Practice, ils font, en tout cas, il y a une phrase, je l'ai plus en tête, mais qui dit les événements un peu plus subtils et sur le long terme ne doivent pas être négligés non plus. ouais, Et il y a quand même cette idée il y a quand même cette idée de cumul, tu vois, de trucs ouais, cumulatifs. tout Et à puis, fait. ce à quoi tu faisais référence dans la vie quotidienne, je sais pas si tu as utilisé le mot de charge, tu vois, mais c'est une forme de charge, tu vois, qui est plus Mm, importante, ça demande plus d'efforts quand, voilà, quand tu as moins d'avantages en tant que minorité, quoi. ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'était un point important à aborder, ça. Mais en tout cas, Et excuse-moi. C'est vraiment fascinant cette revue un peu historique que tu viens de faire parce que cette évolution d'un truc qui est hyper biologique, de biomarqueurs, de choses où c'est une fois de plus vraiment les cliniciens et les chercheurs qui essayent d'objectiver quelque chose et à quel point ça prend du temps pour que les gens se disent, ah tiens, en fait, si on demandait au patient ce qu'il a vécu et comment il l'a reçu, et je trouve que c'est assez rigolo. Enfin, ça continue, c'est cohérent avec l'évolution de la médecine telle bien qu'on sûr, ouais. voit toujours aujourd'hui. Et c'est le même, voilà. C'est intéressant de voir ça d'un côté un peu plus psychiatrie, qui est très médical en fait, c'est très Mm. biomédical. Donc le rappel que tu as fait nous montre ce parcours et cette évolution Évolutif. Ouais. Mm. qui se fait dans les différents domaines de la médecine. Après, tu vois, je sais plus si je sais plus quel nom ça a exactement cette idée-là, mais il y a ce truc de pendule un peu aussi, tu vois, je sais pas si ça te parle, mais j'ai entendu ça dans un podcast il y a pas longtemps, de ce pendule de prisme entre le, euh,
le bio, le psycho, le social, qu'on a tendance à accorder d'importance qu'à ci, qu'à ça. Mm. Ça reste important tu vois, les biomarqueurs, je les mets pas à la poubelle non plus, tu Ah bah vois. non, pas du tout. Parce que, mais oui, oui, ça retrace. En tout cas, moi, ça fait écho chez moi, comme chez toi, je pense, tu Ouais. vois, cette histoire-là. Ah oui, moi je suis tout à Et, fait pour qu'il y ait des marqueurs biologiques. Et justement, c'est ça parfois la difficulté, c'est de pas tomber dans ces extrêmes d'ignorer l'un ou l'autre. mm, Mais donc que j'ai la- pu, enfin voilà, j'ai pu faire ça aussi, tu vois, et j'en suis un peu Mm. revenu. Et moi, je viens, enfin, voilà. Ouais. Je pense qu'on a besoin de encore plus, enfin, je pense qu'on n'est pas à la fin de ce voyage-là, tu vois, mais Mm. de donner la place propre à la place, ouais, la juste place à chaque chose, tu vois, dans Ouais. l'évaluation des choses, et c'est mouvant, tu vois, aussi. Et je pense que les, notre sensation interne, tu vois, parce que je pense qu'à l'époque où on était encore en études, moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait quand même, tu vois, on apprenait des choses, c'était un peu, tu vois, t'avais l'impression il y avait une dissonance, tu vois, entre Mm. des choses que je pouvais ressentir et qu'on apprenait. C'est important d'écouter ce truc-là, tu vois, en interne, je trouve, toujours. Ouais. On va se recentrer du coup sur pardon, Ouais, ouais. l'article. Et donc, du coup, ouais, il y avait ces critères clinimétriques qui sont à relativiser, mais en tout cas, ça peut imager un peu l'idée, les propos des auteurs. Et suite à ça, il y a aussi eu l'émergence de la création d'un outil euh, qui est le psychosocial DEX, qui regroupe 6 domaines à travers 55 questions et qui n'a, alors c'est un questionnaire qui a pas de cutoff et qui a pas vraiment de valeur diagnostique à proprement parler. Tu vois, c'est pas au-delà d'un certain score que tu peux considérer qu'il y a un problème ou pas. Mais en tout cas, donc ça balaye 6 domaines. Tu veux bien les rappeler, ces six Ouais. domaines? Donc, ce score-là, il identifie sociodémographique et ouais, sociodémographique, ces données-là, principalement. Donc, je vais d'abord les nommer, puis on en parlera après. Ouais. Sociodémographique, le deuxième, c'est le stress. Ensuite, il y a la détresse psychologique. Ensuite, il y a le comportement lié à Anormal face à la maladie. ouais, comportement normal face à la maladie, merci. Et ensuite, le well-being, Le bien-être psychologique. bien-être, Ouais. merci. Et la qualité de vie, c'est le dernier. Alors, la qualité de vie, ils ont qu'une seule question dessus, mais Ouais, est-ce que vous estimez avoir une qualité de vie correcte ouais. entre 0 et 5? Qu'est-ce que tu en as Merci de pensé, les toi, avoir. de ces catégories-là? Alors, déjà, je trouve que moi, dans mes perceptions à moi, en tout cas, il y avait, tu vois, si tu les cites seulement, il y en avait pour moi qui pouvaient se chevaucher. Et j'avais du mal à faire la distinction. Après, peut-être que toi, c'est peut-être un peu plus distinct pour toi, mais, mais en tout cas, pour moi, ça permet de balayer quand même un spectre assez large des effets contextuels pouvant impacter en tout cas le phénotype du patient, tu vois. Hmm. Et, et alors, c'est une échelle qui, en tant que telle, a pas été, je suis pas sûr qu'elle ait pas été validée par beaucoup d'études. Hmm. Voilà, mais par contre, elle a été construite à partir d'échelles qui, elles, sont quand même, qui présentent quand même une forme de fiabilité et de validité. Je crois que c'était le Symptom Rating Scale de Kellner, Hmm. Social Readjustment Rating Scale, SRRS de Holm et Rae, je sais pas comment on dit, l'échelle de stress perçu, Whitley Stress Profile. Je sais pas, j'ai pas approfondi ça, mais je sais pas si c'est, tu sais, le truc avec les types de personnalité, type Hmm. G, type machin. Super. Moi, tu connais pas non plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'est des échelles qui sont quand même prises dans leur individualité, qui ont fait leur preuve, en tout cas dans l'évaluation psychométrique. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que leur association constitue une évaluation valide? Je sais pas encore. Hmm. Tu vois, je pense que... Moi, il y avait plusieurs choses qui me posaient un peu problème par rapport à ça, mais après, je me disais, c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que toute technologie et
tout outil peut être utilisé pour faire le bien comme peut être utilisé pour faire le mal. Et je pense que ça s'applique à ça comme, comme tout, Mhm, dans le sens où, tu vois, c'est même dit dans l'article, genre, c'est quelque chose qui a été développé euh, pour it's been tailored to busy clinical setting. Donc, ça a été vraiment développé pour des contextes cliniques rapides où mhm. il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir évaluer le stress et la détresse psychologique. Donc, déjà, juste pour mettre ça dans un contexte, ça veut dire que c'est vraiment fait pour aider pour le clinicien plutôt que pour le patient. Enfin, Mhm. c'est que le clinicien aille plus vite dans son évaluation. Et donc ça, il y a forcément un risque à ça, qui est que bah, c'est nous, en tant que cliniciens, on va juger ce qui est plus ou moins important. Alors cet index, ils disent qu'il peut être utilisé pour que c'est le patient qui remplit et qui répond aux questions. Donc il y a 55 questions hein, dans ces 6 domaines. Ou c'est l'observateur, le clinicien, qui le fait en fonction de ce que le patient dit. Et pour moi, déjà, ça, il y a pas il y a déjà une nuance à ça. Ouais, ouais. Quand tu es le clinicien qui va aller cocher les cases et qui va aller scorer, bah déjà, il y a un énorme biais qui est mis en place. Donc, Alors, je vois ce que tu veux dire, mais si je suis pas sûr de moi, on faudra qu'on aille rechecker, mais de ce que moi j'ai compris, c'est qu'il y a une partie des 55 premières questions qui sont un auto-questionnaire à remplir par le patient, et après, t'as une autre échelle qui synthétise ça pour le clinicien, où en gros, tu calcules le score et tu ramènes tout sur 5 de ces 6 hmm, domaines. Et après, c'est pour le praticien, ça aide un peu à mieux phénotyper le patient dans quel domaine des facteurs ouais, contextuels serait prédominant, tu vois, le plus impactant. ouais. Est-ce que Oui. c'est pas ça aussi qu'ils ont voulu dire? Bah là, ils disent que ça peut être les deux, hein, soit Les deux, ok, d'accord. self-rated, soit as an observer rated. Mais, Ok, mais bon, une fois de plus, tu vois, c'est comment est-ce que tu utilises cet outil et c'est ça qui va faire la différence entre est-ce que c'est quelque chose qui a le potentiel de créer du dommage ou est-ce que c'est quelque chose qui va aider à ce que il y ait cette compréhension de comment le patient vit et de quoi il a besoin et de pouvoir mettre des choses en place. Donc, comment est-ce que tu utilises ça? Je pense que c'est ça qui fait la bien différence. sûr. Du coup, si j'ai bien compris, c'est que le côté, ce qui pourrait être nocif, ce serait que le patient se sente. Enfin, du coup, ce serait d'aller trop vite ou de pas prendre assez en compte les perceptions du patient par le fait de remplir le questionnaire à sa place. Je Si pense j'ai bien qu'il peut y avoir ça et je pense qu'il peut y avoir un biais de jugement de genre, ah bon, ok, il y a eu euh, le contexte, on va dire, sociodémographique de la personne est tel que ça. Et donc, moi, je vais juger que, bon, c'est pas un facteur de stress très important. Alors que compris. si ça se trouve, pour la personne, Ouais, c'est bien sûr, hyper important. Donc, on retombe sur quelque chose où la subjectivité du clinicien remplace la subjectivité du patient. Donc, il y a déjà un peu un risque sur ça. ouais. Et l'autre chose qui me pose un peu problème sur ce score, je trouve qu'il y a des choses qui manquent, ou il y a des choses qui sont un peu euh, minimisées, enfin mises à l'arrière. Donc par exemple, tu en parlais tout à l'heure de quelle est l'influence, par exemple, de la race de la personne, de son ethnicité, de son genre, et c'est pas vraiment nommé. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que dans la partie sociodémographique, en tout cas là dans l'article, il parle de Mhm. est-ce qu'il y a un contexte familial? Quel est le statut d'emploiement? Et est-ce que la personne utilise de l'alcool ou des drogues? Et en fait, pour moi, ça va Mhm. plus loin que ça. C'est aussi bah, quel est le quartier dans lequel cette personne vit, à quoi cette personne est exposée quand elle marche dans la rue. Euh, et voilà, par rapport à sa propre C'est ethnicité et vrai. son genre. Je pense que je suis d'accord avec toi. Mm, Et c'est un peu étonnant qu'ils n'y aient pas pensé, d'ailleurs, puisque, en fait, je pense qu'ils ont eu la volonté de reprendre vraiment des questions de questionnaires qui étaient validés, tu vois, mm, alors que ça vaudrait le coup de créer vraiment, d'être pour le coup un peu plus créatif mm. et de s'inspirer des travaux qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois, parce que comme tu disais, dans la revue systématique, il y a des preuves de l'association Ouais, entre ces facteurs-là et puis la charge aérostatique. Donc, ça mériterait d'être, euh, d'être investigué, ça. carrément. Après, quelle ethnie êtes-vous? Est-ce que c'est une question?
Bah alors ça, c'est intéressant parce que ça lève un truc culturel où moi en France, je j'avais jamais conscience de ça. Et en Angleterre, en fait, on te demande tout le temps euh, Ah ouais? à quelle religion tu t'identifies, quelle est ta couleur de peau, Ok, quel est ton stylé. genre, quel est... Ouais, enfin, vraiment, tous ces trucs de recensement, là. En France, il y a pas ce droit parce que c'est un pays laïque. On ne demande pas ces données démographiques. C'est pas légal, en fait, de demander ces informations-là. Alors qu'en Angleterre, c'est pas du tout le même rapport et la même ouais, façon de fonctionner. Et moi, ça m'avait vraiment étonnée, mais quand j'avais commencé à faire des applications pour trouver du boulot, etc., en fait, on me demande ces informations-là. Quelle est ton orientation sexuelle aussi? Enfin, tu sais, des trucs. Ouais, mais c'est Et ouf moi, parce ma qu'en tant que première réaction, Français, ça c'était peut genre, être un peu mais bizarre. Ouais, ouais. mais j'ai Mais pas envie de te dire. Et en fait, c'est anonymisé, évidemment, pour l'employeur, mais ça leur permet aussi de collecter des données qui permettent ensuite de faire des études pour tu vois, corréler moi, je trouve ces ça charmé. informations. Et donc, au début, Et ma première réaction, c'était genre, wow, pourquoi tu me demandes ça? ouais, Et ouais. maintenant, je me dis, mais c'est trop cool d'avoir ces données-là, parce que c'est comme ça que tu peux voir que dans tel quartier, tu vas Mais essayer de bien se sûr. défavoriser, et il y a une dominance d'une population qui est un tel ou un tel, et de faire des liens aussi entre pas forcément des cas de causalité, hein, mais des liens de genre, ah bah, ouais, il y a quand même ces Ça permet facteurs-là qui sont d'ouvrir hyper la importants. discussion et la réflexion, tu vois, parce qu'en Ouais. France, moi, en tout cas, ça m'énerve et j'en discutais la semaine dernière avec ma copine, ma femme, pardon, euh, que, tu vois, elle a ce truc-là très français de dire oui, mais tu vois, les statistiques ethniques, tu sais où ça pourrait nous mener, Mm, nanana. Mais je trouve que c'est cette conception qui est très française, ça, c'est alimenté et ça alimente une forme d'hypocrisie, tu vois. Parce mm, que ça permet pas de mettre le doigt sur, enfin, en tout cas d'avoir des preuves, tu vois, parce que le, les manœuvres politiques qui peuvent être engendrées par le fait d'avoir des preuves statistiques, bah, ça permettrait de faire évoluer justement un peu, tu vois, l'impact de enfin, en tout cas, la condition de certaines personnes mm, soumises à des charges statistiques trop importantes, ouais. tu Et vois. du coup, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça fait peut-être partie des facteurs de pourquoi est-ce que ces auteurs-là ont parfois vraiment pas nommé certaines choses dans leur application clinique, alors que dans d'autres travaux, ils en font vraiment le constat qu'il y a plein de facteurs sociodémographiques qui sont extrêmement importants dans la réponse du stress et comment le stress impacte sur la santé. Mais dans tout ce qui est leur application clinique, c'est complètement manqué, je trouve. Ils n'arrivent pas à le Hmm. retraduire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va revenir quand on en parlera un peu plus loin. Ouais. Mais là, Que ça se ça peut traduit être dans cet lié index, à ce malaise peut-être. d'aborder ça un peu dans ces. En tout cas, Ouais, ça moi, manque. ça me semble pas absurde. Autre chose Alors qui que, me mais paraît... comme Pardon. tu disais, c'est un outil qui pourrait permettre de faire le bien, mais à utiliser aussi avec enfin, avec précaution, tu vois, Ouais, parce que ouais, et il y a quand même vraiment des ouais, choses à prendre, hein. Mais voilà. D'autres choses qui m'ont un petit peu ouais, manqué, c'est une fois de plus, on revient à très subjectif, mais il y a, un- il y a- j'ai une de mes collègues qui s'appelle Whitney Scott, qui est une femme vraiment brillante, qui a beaucoup publié sur le sentiment d'injustice et mhm, à quel point ça a un impact aussi sur la santé, mais pas que, c'est-à-dire que ça a un impact aussi sur l'accès au traitement et comment est-ce que ça peut être perçu, le sentiment d'injustice dans le soin. bien sûr. Et tu vois, ça, je pense que Ça, ils sont passés à côté, ouais, ils en sont passés un de la peu à perception. côté. Euh, Et puis, moi, ce qui m'a un peu dérangé aussi, c'est la définition de ce que c'est qu'un comportement anormal face à la maladie aussi, tu Ouais, vois. je suis contente que tu dises ça parce que j'avais envie d'en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Bon, il parle, enfin, en gros, c'est un peu la caricature de quelqu'un qui serait hypocondriaque, quoi, tu vois. Ah ouais, Et, bon, voilà, alors que ça mériterait d'être beaucoup plus nuancé, tu vois. Moi, je suis pas un expert de ça, mais j'aurais bien aimé, tu vois, avoir quelque chose de, ouais, voilà, parce que ça reste très objectif de dire il est hypocondriaque. Ça veut dire, tu vois, et puis moi, je me demande quelle est la fonction de cette question. Tu vois. Déjà, quelle est la... En effet, si tu identifies chez quelqu'un des comportements que tu vas nommer comme anormaux, quelle est la fonction de ce comportement pour le patient? Euh, et ça, on ne va pas se réétendre là-dessus, mais peut-être les personnes qui sont intéressées sur ça, je peux les renvoyer vers le podcast que j'ai fait récemment avec Marie Miller, qui parle des conditions douloureuses qui peuvent être multipliées chez des personnes, enfin chez les femmes, entre autres. Enfin, cet article-là avec Marie Miller, on a parlé justement spécifique aux femmes.
et les stratégies qui sont développées par ces femmes pour accéder à du soin. Et certaines stratégies peuvent être aussi de presque jouer, tu vois, la douleur pour la montrer, alors qu'elles sont tout à fait conscientes de ce choix de comportement, mais parce que ça permet d'accéder, d'être reconnu peut-être dans certaines situations. Donc, vous pouvez retourner sur cet épisode-là, mais voilà, je pense que ils ont vraiment manqué cette question, quelle est la fonction de ce genre de comportement pour le patient, et même quelle est la fonction pour le clinicien d'identifier ça. Je sais pas, ça me paraissait Ouais, un peu alors, stigmatisant, tu vois. ouais, moi, je trouve aussi, tu vois, enfin, en tout cas, peut-être qu'ils l'ont mal, en tout cas, l'étiquette Ouais, et ouais. le nom qu'ils y ont donné, qu'ils lui ont donné, Mm. c'est pas le meilleur C'est qui mal, peut être retravaillé. c'est Et, maladroit, ouais. tu vois, je reprends les questions, par contre, du PSI. Ça me fait un peu penser tu vois, au comportement de rumination aussi. Ouais. Euh, bon, genre, lorsque vous remarquez une sensation dans votre corps, trouvez-vous difficile de penser à autre chose? Bon, après, c'est sur trois questions. Ouais. Mais voilà, si on pouvait faire des parallèles avec nous, je pense que ça pourrait faire référence au catastrophisme, à la rumination et ce genre de choses. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, ça a le mérite d'inviter à aller poser des questions un peu au-delà de est-ce que tu as mal le matin ou le soir et très mécanique, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a D'accord. beaucoup de limites dans l'utilisation de cet index qui est peut-être trop restreint par rapport à la complexité de tout ce qui peut en effet affecter la personne. Mais tu veux qu'on Ouais. avance sur la Oh, bah, suite? on peut continuer, ouais. Du coup, on a parlé du coup des critères clinimétriques, voilà, avec leurs bons et leurs mauvais points, le psychosocial index, et il propose aussi une classification en différentes phases qui a toujours, selon moi, tu vois, c'est un continuum. Il n'y a pas de, tu peux pas dire lui il est en phase 1, en phase 2, en phase 3, mais ça permet de voir comment peut évoluer, euh, comment peut évoluer l'impact justement de la sensation de manquer de capacité d'adaptation face à un événement Mm, sur l'organisme. Donc la première phase, qu'ils ont appelée la phase zéro, ce serait la phase euthymique. Donc le TIMI, pour les auteurs, ça fait référence à l'absence de troubles de l'humeur, à des capacités de flexibilité, sensation de cohérence et des capacités aussi en termes de résilience. Euh, ça représente une phase d'état de bien-être psychologique et de stabilité émotionnelle. C'est la phase où l'individu se sent capable de faire face efficacement aux défis du quotidien. Donc voilà. Et il y a donc du coup dans les compétences, on va dire enfin, que j'ai évoqué juste avant, la flexibilité, sensation de cohérence et résilience. Euh, en fait, ça fait référence aussi aux capacités à relationner de façon positive et, euh, et au fonctionnement socio-professionnel. mm, Phase 1, qui serait le développement en tout cas, la phase zéro, ça fait référence à l'utilisation d'une allostasie optimale. mm, La phase 1, ça serait le début d'une surcharge allostatique qui serait légère, donc la soumission à une forme de charge allostatique, où l'individu commence à ressentir, en tout cas, déclare ressentir les effets du stress chronique, mais où il considère que ces mécanismes d'adaptation sont encore relativement efficaces. Donc, c'est des patients chez qui on va commencer enfin, en tout cas, qui vont, lorsqu'on va interroger euh, leur, euh, par exemple, leur sommeil, enfin voilà, comment est-ce qu'ils dorment, ils vont dire, bon, j'ai des petits troubles du sommeil, je suis un peu fatigué, mais on va dire que ça m'impacte pas dans mon quotidien. Euh, j'ai, je peux quand même continuer à me détendre durant les périodes de repos, ça va. Mais bon, la semaine, c'est un peu intense. À la phase 2, là, on commencerait à rentrer dans la surcharge allostatique, où l'accumulation de stress dépasserait justement les capacités d'adaptation de l'individu. Et c'est là où les troubles du sommeil seraient plus marqués. Donc là, le patient commencerait à évoquer des phénomènes d'insomnie, le fait que son sommeil ne soit plus réparateur, une fatigue persistante, des troubles du type anxiété, démoralisation. mm. Et, euh, et c'est là où il aurait la sensation de plus arriver à faire face aux tâches, à commencer à plus arriver à faire face aux tâches du quotidien. Et, euh, et où, par exemple, il aurait du mal à continuer à assurer son boulot d'une manière
satisfaisante pour lui et, altération du fonctionnement social aussi dans le sens où sa relation avec les autres serait aussi impactée par tout ça. Et la dernière phase, qui est la phase 3, donc la quatrième phase, puisque la phase c'est la phase 0, ils ont appelé phase 3, c'est pas très logique. Là, c'est le stade où la charge éostatique engendrerait là une aggravation, soit d'une pathologie organique existante, soit d'une pathologie psychiatrique, soit même engendrerait l'apparition de troubles médicaux. Mm. Donc ça serait, on va dire, phase 2 plus apparition de signes cliniques pathologiques. Donc pour moi, cette classification en phase, je le répète, ça n'a pas de, c'est pas quelque chose encore une fois, qui est applicable euh, vraiment cliniquement, strictement cliniquement, tu vois, mais ça permet en tout cas aux praticiens et aux étudiants d'avoir déjà de se visualiser un spectre, tu vois, dans lequel chaque individu peut naviguer finalement au cours de sa vie. Et, et l'idée, c'est d'orienter, je pense, notre discours et nos prises en charge en tout cas, vers le fait de les ramener vers la phase, de ramener un maximum de personnes vers la phase 0. Donc, donner de l'importance, en tout cas, au tissu social chez les individus, en tout cas, à leur évaluation et puis même dans notre discours, tu vois, le fait de donner de l'importance à ça. Bon, tu vois, quand un patient va consulter et que son praticien accorde de l'importance à ça, chez eux, ça aussi donne, ça rehausse un peu tout ça dans leur priorité, tu vois, je Mm. pense. Ouais, Et voilà, voilà ouais, un des grands intérêts pour moi cette classification. ouais. C'est intéressant en Est-ce que effet ça cette t'a espèce évoqué? de spectrum et en fait pour moi ça normalise aussi les réponses qu'on a en tant qu'humain. Il y a des moments où on est un peu sous l'eau, des moments moins, et à quel moment c'est normal et on gère, et à quel moment est-ce que euh, ça, ça, c'est plus intense et plus impactant sur notre santé aussi, comme tu le disais. Mais c'est, je trouve ça intéressant de le réfléchir, pas juste en truc de genre, ah, c'est de pire en pire, mais ça peut être aussi des phases. Euh, on- J'imagine qu'on peut redescendre aussi un peu cette échelle-là. Ouais, Euh, ouais, c'est le but même. c'est le but, donc c'est intéressant ouais, de naviguer ça. Ouais, ouais. Et tu vois, par exemple, enfin, c'est bête, mais moi, personnellement, cette année, le fait d'avoir lu, c'est un peu là-dessus et tout. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais, oh, tu vois, j'ai eu un bébé, j'ai commencé un nouveau taf où on m'a donné des nouvelles responsabilités. On a eu des départs au cab, machin, des assistants, putain, il faut rembourser l'emprunt. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à à dormir moins bien, Mm, voilà. Et ça, moi, en tout cas, je l'ai expérimenté, tu vois, de ce truc-là. Moi, je me dis, mais attends, euh, en fait, là, je me suis un peu écarté de un fonctionnement normal, tu vois. Et je pense que d'avoir en tout cas, ce prisme, tu vois, ça peut protéger, tu ouais. vois, un individu. Pour moi, ça sert à alimenter la conscience que les individus ont Mm, même de leur santé et comment ouais. elle peut varier, tu vois, avec les événements de vie. Oui, ça invite à porter attention à ces signes-là qui peuvent être à un petit degré. On peut facilement les mettre de côté et pas faire attention et on continue parce que la vie, quoi. Mm, Et en fait, ça ramène un peu ça dans le focus et de se dire, ah tiens, ouais, et de potentiellement, du coup, faire et peut-être un choix possible de comment est-ce que j'ai envie de gérer ça, qui est de la prévention aussi. bien sûr, bien Euh, sûr, bien sûr. et avec les patients, c'est la même chose, de ce rôle de prévention qu'on peut avoir auprès d'eux quand on identifie des personnes qui sont aussi dans un contexte plus de vulnérabilité, comme bah, la maladie, entre autres, toute forme de maladie ou de blessure, mais dans une position de vulnérabilité. Donc, ce travail-là aussi de prévention, de gestion, même quand on parle de choses très aiguës, je pense, est intéressant. On a souvent tendance à s'intéresser au modèle biopsychosocial quand ça devient chronique, mais en fait, ça, à nouveau, ça valide l'intérêt de faire Même chez les gens attention à ça qui chez les sont gens pas en très... train de consulter, tu vois. Ouais. Mais même au-delà de ça, tu vois, on parlait
de la nécessité, bon, on y reviendra, tu vois, mais de la nécessité de changement structurel, mais euh, on fait partie du système et, et nous, en tant que professionnels de santé, ben, les conceptions qu'on a des choses, ça va impacter la façon Mm. dont vont se dérouler les choses. Et puis, Mm. tu as écrit un papier sur l'osmose, le phénomène osmotique, tu vois. Le... Alors, pareil, je l'ai peut-être pas lu assez profondément, mais le fait de soi-même faire évoluer soi-même ses conceptions, ça peut après déteindre, tu vois, sur les gens que tu vas rencontrer, les gens avec qui tu discutes. Oui, pense que, je pense que même si on, voilà, on va pas faire une révolution du système de santé ou du système global comme c'est une goutte d'eau qui irait peut-être dans le bon sens, tu vois. ouais. Voilà. Ouais, merci d'avoir cité mon papier. Ouais, t'as vu, ça fait plus un. Citation plus un. Yes. Et Super. Est-ce que tu veux qu'on passe sur les applications cliniques du coup? Qu'on en retire qu'est-ce qu'on retient de tout ça? alors, euh, en clinique, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est dans un premier temps, bah, déjà dans l'article, il parle, je sais que ça t'a beaucoup énervé. T'avais, Aussi. voilà, t'étais très en colère. euh, de, de la nécessité de mettre en place, tu vois, des changements durables de comportement en matière de santé. Il parlait de l'alimentation et de l'activité physique. Bon, ok. Euh, faut manger mieux et il faut bouger plus. Merci. Et bien Mais dormir. ouais, bien dormir surtout. Euh, bon, voilà, ça rappelle, ça reste une petite piqûre de rappel. Voilà, on est tous au courant maintenant, mais je pense que tu vois, vis-à-vis de ça, le concept de charge aérostatique est déjà peut-être de changer. Voilà, moi en tout cas, ça m'a donné plus d'indulgence, tu vois, aussi vis-à-vis de tous ces trucs-là. Tous les déterminants de santé qui amènent des gens à avoir tel ou tel comportement après dans la vie, tu vois, à l'âge adulte. Euh, je pense qu'il faut être. En tout cas, ça permet de relativiser. Déjà, moi, donc du coup, plus d'indulgence et relativiser parfois le pronostic que tu peux attendre d'évolution, tu vois, en termes Mm. de temporalité ou même d'objectifs à atteindre, tu vois. Euh, bah, par exemple, moi, ça me fait penser à un exemple là, que j'ai vécu en pratique il y a très peu de temps. J'appartiens à un réseau de réhabilitation respiratoire et un des objectifs d'éducation avec une patiente, c'était arrêt du tabac. Tu vois. Et elle avait arrêté, elle avait repris. Et là, elle était en mode up and down. Elle fumait pas pendant une semaine et après, elle fumait un paquet par jour. Et puis le coordinateur, je sais pas s'il va écouter ce podcast, mais il fait de son mieux, tu vois. Mais le coordinateur il me disait ouais, faut insister, elle y est presque et tout, nan, nan. Il y a ce truc-là, mais il y a aussi après, quand on a discuté de ce qu'elle expérimentait, tu vois, Mm. j'ai l'impression d'avoir tiré un fil, tu vois, de dire mais et du coup, d'accord, vous avez repris la clope, mais parce il y a un événement en particulier qui vous a donné envie de fumer ou voilà. Et elle me dit bah ouais, il y a mon frère qui est mort la semaine dernière, ma Mm. fille. Ma fille, elle, euh, ma fille, elle est en train de se faire jeter de son appart avec ses deux enfants. Là, c'est ultra galère. Euh, puis en plus, mon frère, bon, ça va, on était plus très proches, mais bon, on est une fratrie de huit. On était tous dans des foyers différents quand on était petits, parce que, tu vois, enfin, histoire de vie de ouf, en fait, tu vois. Quand tu, c'est important, moi, pour moi, en clinique, d'arriver à défocaliser. Tu vois, on a un objectif, certes, de faire adopter aux gens des meilleurs comportements de santé, mais en tout cas, moi, ça a élargi mon prisme tu vois, et ça m'a rendu, mais franchement, il y a un truc émotionnel qui s'est mis en place dans la salle, tu vois, où je me suis dit, mais tu vois, j'ai eu ce discours-là, on en a discuté, je me suis dit, mais c'est marrant, là, j'ai lu des articles qui montrent qu'en fait, oh non, je l'ai pas dit comme ça, tu vois, mais dans ma tête, c'était ça. J'étais tellement triste de me rendre compte à quel point on sclérose des systèmes où des gens, enfin en tout cas on verrouille des systèmes où des gens vivent des expériences de ouf quand ils sont petits, des expériences négatives de ouf, et de voir les répercussions tout au long de leur vie parce ils naviguent dans cette inconscience de l'impact que ça peut avoir Mm. sur leur santé et leur façon de se comporter, tu vois. Ouais. Et que c'est des stratégies d'adaptation qui, pour elles, semblent optimales, tu vois, mais parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, cette dame, on lui avait jamais dit, mais en fait, tout ce que vous avez vécu, finalement, ça peut se comprendre que vous soyez dans cet état de santé.
et que vous ayez ces stratégies-là, quoi. Vous avez fait du mieux que vous avez pu finalement. Mais il y a des solutions peut-être un peu moins, un peu moins impactantes pour votre santé qui peuvent être mises en place, quoi. Et on peut essayer de faire ça ensemble. Et donc il y a ça. Et puis je pense aussi ça ouvre, ça appuie la nécessité de collaborer, tu vois, d'avoir, comme tu disais, un réseau de pros à qui tu peux réadresser, parce que voilà, on peut avoir toutes ces notions, un peu, en tout cas, d'avoir une idée que ces notions-là de psychologie existent, mais bah, on n'a pas tous les outils non plus, et que ça vaut le coup de s'assurer que ces patients-là ont un suivi sur le plan psy, tu vois, et de collaborer avec ça, pardon, avec ces professionnels de santé-là. Et, je sais pas si c'est le moment d'y venir tout de suite, mais si tu voulais intervenir, mais après on pourra parler de la nécessité des changements sur le plan structurel, tu vois, du système. Ouais. Avant ça, merci pour l'exemple que tu donnes parce que je pense qu'il est il est vraiment parlant et tu disais que ça m'avait énervé l'article, mais en fait, c'est parce que, une fois de plus, je pense qu'il y a une certaine maladresse dans la façon dont ils donnent leurs recommandations et que ça peut sembler hyper paternaliste et hyper individualiste. Et tu as Bien très sûr. bien reformulé cette problématique, ou en tout cas ce piège de pas de prendre en compte vraiment le contexte de la personne. Et c'est ça qui est un peu décevant dans la lecture de cet article, c'est que malgré le fait qu'il nomme toutes ces choses comme étant très importantes dans la réponse au stress, l'impact sur le corps, dans leurs recommandations, ils passent un peu à côté et ça redevient tu vois, make the patient aware of the need of decreasing stress. Genre, rendre le patient conscient de son besoin d'être moins exposé au stress, mais je pense qu'il en est très conscient, le patient, et que Hmm. c'est pas toujours un choix possible aussi. Ça donne parfois un peu, la façon dont il le formule, ça peut être un peu culpabilisant et un peu, ouais, un peu paternaliste. Mais ton exemple, je pense, est super bon pas pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait cet élément d'éducation, parce qu'en effet, il est important, mais de l'amener de manière qui est c'est aussi validant dans l'expérience des patients. Ça amène une douceur aussi dans la reconnaissance Hmm. de ce que la personne vit. Et donc, une fois de plus, il y a plusieurs façons de délivrer un message et il faut faire un peu attention à comment est-ce qu'on amène ces éléments d'éducation pour que ce soit constructif. Parce que, une fois de plus, ça peut rejoindre cette idée de sentiment d'injustice, de ne pas être entendu, quand l'expérience vécue du patient, c'est que le clinicien dit juste, genre, faut manger 5 fruits et légumes et bien dormir. Enfin, Mhm. donc, Oui, voilà, bien je sûr. pense que c'était un très, très bon exemple à ce niveau-là. Et l'autre point que j'ai trouvé intéressant au niveau de la clinique avec le patient, hein, avant qu'on parle des choses un peu plus systémiques, euh, c'est que le papier invite vraiment à, comme on disait tout à l'heure, à faire attention aux périodes de vulnérabilité que le patient peut vivre. Et il parle, par exemple, tu sais, des trucs genre du syndrome de post-hospitalisation, où voilà, c'est Ouais. des expériences qui peuvent être très difficiles d'être hospitalisé et d'amener cette prévention-là, de normaliser ces expériences pour les normaliser. Euh, et, et aussi le troisième point, c'était que dans ces moments de vulnérabilité, de pas non plus retomber sur un truc de oh, c'est quelqu'un qui vit avec des douleurs chroniques, donc c'est quelqu'un qui est forcément à risque de dépression. Il y a quelque chose de bah, oui, il y a cette reconnaissance de vulnérabilité, mais il y a aussi des personnes qui vont quand même continuer de bouger dans ce spectre euh, de, de stage 0 to stage 3. Et donc voilà, d'accompagner les personnes, d'ajuster notre intervention soit en prévention, soit en management de la difficulté quand il y a une surcharge. Euh, voilà, d'avoir des nuances, en fait. Je crois que c'est ça que j'essayais de Ouais. dire, d'avoir des Oui, c'est nuances. ça. Tu sais, on revient un peu à cette histoire de spectre dans lequel on Ouais. navigue potentiellement, tu vois. Ouais. Et donc ça, c'est un peu nos conclusions à nous, mais eux, il y avait 4 points aussi, tu vois, qu'ils avaient abordés. C'est que ça peut être utile, tu vois, pour les
les praticiens de première intention, ce qu'on disait un peu Ouais. au début de l'épisode. Moi, je pense beaucoup aux médecins généralistes qui ont peut-être du mal, tu vois, pour le coup, ils sont pas mal en basic clinical practice, eux, parfois, ils ont du mal, je pense, à identifier les patients clairement qui qui pourraient être impactés par ce genre de facteurs. Ça peut aussi être, comme on disait, un apport dans l'évaluation, d'après eux. Ça peut permettre le suivi d'une pathologie. C'est là où ils faisaient référence au syndrome post-hospice Ouais. sur le plan contextuel. Et ça permet aussi, ça va pouvoir faire évoluer aussi les mentalités, je pense, euh, dans les cas de résistance au traitement classique, tu vois, Mm. d'essayer d'aller chercher ailleurs. Tu vois. Mais bon, ça, c'était leur conclusion à eux. Ouais. Voilà. Et, euh, et moi, on arrive, je pense, à la partie qui m'intéresse en tout cas, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, sur l'idée des changements systémiques. Ouais. Euh, oui, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi le genre d'article qui peut nous faire nous sentir un peu désemparés euh, pour, euh, pour accompagner des patients qui ont des stress aussi importants que ce que tu décrivais avec ta patiente. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, et je pense qu'il y a quelque chose que nous, déjà, on peut faire dans nos techniques, tu l'as nommé, Tom, de valider, de normaliser les réponses des patients. Donc ça, c'est dans nos outils. En tant que kiné, on a aussi ces approches, si on est un peu formé sur des approches du genre TCC ou ACT qui peuvent aider aussi à naviguer ça. Mais en fait, là où c'est vraiment important pour, euh, pour qu'il y ait quelque chose de plus large, c'est de réussir à travailler avec des psychologues, avec des travailleurs sociaux et potentiellement des acteurs de santé communautaire aussi. Il y a des super bons articles que j'aimerais bien prendre le temps de partager plus, mais entre autres tout ce qui touche à la psychologie sociale et entre autres des auteurs comme Catherine et Alex Haslam qui ont beaucoup écrit sur la valeur d'être connecté au sentiment d'appartenance et au sentiment de faire partie de groupes sociaux et à quel point ça, euh, c'est des facteurs de résilience Mais ouais, pour naviguer les différents life events dont on parlait tout à l'heure et de voir que l'impact sur la santé est vraiment moindre quand la personne appartient à plusieurs groupes sociaux qu'elle peut s'identifier versus quelqu'un qui s'identifierait que en tant que un ou deux rôles sociaux ou une ou deux appartenances. Et là, du coup, il y a beaucoup plus de... notre identité sociale est beaucoup plus challengée quand elle est reliée à seulement un ou deux groupes versus quand on se sent appartenir à vraiment plusieurs choses. On a beaucoup plus de soutien aussi, enfin, ça paraît assez logique, je pense. Donc nous, ouais, notre rôle, il peut être de participer à ça, en fait, d'aider les personnes à identifier euh, ce qu'elles aiment faire et comment est-ce que ça peut aussi renforcer un sentiment d'appartenance à certains groupes et potentiellement lié avec des initiatives locales qui existent, euh, qui permettent de créer ce lien social. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle le social prescribing, donc c'est vraiment le médecin qui va référer à des initiatives de création de tissus sociaux et donc, c'est des gens qui vont faire, je sais pas, un jardin partagé, ou qui vont voir toutes les semaines, juste s'asseoir autour d'une table avec des biscuits et du café, ou il y a des ateliers, ils appellent ça men shed, donc c'est vraiment plutôt pour les hommes c'est un peu stéréotype, mais vraiment, c'est d'aller faire du bricolage, tu vois, mais de faire ouais. des trucs ensemble et de se sentir. Moi, je serais plus jardin partagé que bricolage, perso. Mais tu vois, il y a vraiment plusieurs choses qui existent. Euh, C'est trop bien. et je pense que nous, même si ça paraît être en dehors de ce qu'on pense ce qu'on pense que notre rôle est, en fait, je pense qu'on a une vraie responsabilité à être au courant de ce qui se passe dans notre quartier Mm. pour pouvoir faire ces liens-là, ou en tout cas pour pouvoir communiquer avec les médecins aussi et faire que les personnes, même des trucs comme comment on appelle ça là, des food banks, tu sais, des banques alimentaires. Ouais, euh, je pense que c'est des choses, c'est bien de savoir que ce qui que existe. ça existe. Et ça peut être des petites choses dans un système systémique qui nous dépasse, euh, mais qui peuvent vraiment aider, je pense, à faire des petits changements.
une fois bien plus sûr. au point de vue social. Et c'est ça qui, on revient sur la même idée, hyper bien identifié dans le papier, mais dans leurs recommandations, ils parlent pas du tout de tout ça, de comment créer du tissu social, comment ils disent que le sentiment d'être isolé, de la solitude peut être un facteur de stress, mais il y a peu de recommandations pour essayer de pallier à ça. Mm. Et donc voilà, c'est ça que je voulais Et ajouter. bah ouais, trop bien. Putain, mais vous êtes dans le futur, hein. Bah, Euh, ça, c'est sur le papier, hein, mais dans la vraie vie, ouais, j'allais dire ça. Ouais, mais quelque part, il il y a cette faut possibilité, en tout commencer cas, quelque de. part. Après, tu vois, il y a en France, pareil, c'est très théorique, mais il y a la prescription du sport sur ordonnance. Moi, bah, c'est marrant de ce que tu me. Quand tu parles, ça me rappelle qu'il faut que je fasse un mail à tous les médecins du quartier, là, parce que au cabinet, et ça, je l'ai réalisé cette année, pareil, en lisant ces papiers, je l'ai digéré avec un prisme différent, mais on a mis en place ma collègue, elle fait des cours de yoga, moi aussi, j'en fais quelques-uns au cabinet, puis j'ai lancé aussi des cours de gym. Alors, je sais pas pourquoi la population, c'est surtout des femmes âgées, mais il y a une ambiance de ouf. On se met de la musique, on fait de la gym et j'ai mes résultats, enfin, avec elle, en tout cas, en termes de réduction de la douleur, en tout cas, et perception de l'incapacité. Oui, c'est beaucoup mieux. Elles adhèrent beaucoup plus au traitement parce que groupe, parce que on se fait des passes de ballon de rugby, c'est marrant, tu vois. Ouais, Carrément, elles se voient en dehors maintenant. Et moi, je bosse dans le 93 et c'est vrai que c'est en construction et je me rends compte que dans les milieux un peu défavorisés comme ça, moi, je suis à Saint-Denis, enfin dans les quartiers un peu plus, je sais pas comment appeler ça, tu vois, mais ouais, moins favorisés, il y a quand même des choses qui sont mises en place, tu vois. Il y a quand même une cohésion par les maisons de quartier, par tu vois, les médecins généralistes aussi qui communiquent. Je trouve il y a beaucoup plus de communication avec les autres pros de santé que j'ai pu en avoir avec quand je bossais dans Paris, tu vois. Euh, mais je pense que ça aurait le mérite d'être formalisé, tu vois. Qu'on ouais. puisse, ça vaudrait le coup que ce soit un peu mieux conscientisé pour pouvoir le développer encore plus. Tu vois, là, moi, je suis à Saint-Denis, mais j'imagine que dans un village français, Ouais, ouais. ce serait exactement la même problématique et les mêmes enjeux, tu vois. Et en fait, du coup, maintenant, quand on revient à mieux manger, pas fumer, bien dormir, etc., c'est aussi des comportements qui se mettent en place parce que ces comportements-là aussi peuvent être ceux qui sont démontrés dans le groupe auquel on s'identifie. Tu vois, donc dans ton groupe de gym, etc., il y a des comportements, il y a une norme qui s'est installée, une norme positive d'être joueur, de Mhm. je sais pas quoi, de faire du sport. Et en fait, quelqu'un de nouveau qui arriverait, si cette personne s'intègre et s'identifie à ce groupe-là, va être plus à même d'adopter ces comportements et de faire des changements de comportement pour lui-même. Et tout ça, c'est la théorie d'identité sociale et de psychologie sociale et qui peut être retrouvée dans toutes les publications de Alex Aslam, c'est juste la tête, mais c'est tout un groupe de chercheurs qui ont énormément publié sur ça euh, et qui permet comme ce lien, comme ce papier, en fait, de faire le lien entre le social et la santé, de vraiment physiologiquement, quel est l'impact de tout ça sur la santé, en plus comme en moins, en positif comme en négatif. Mhm. Euh, Mais tu vois, ouais, l'intérêt de tous ces papiers-là finalement, qui ramènent parce qu'en fait, toi, je pense que ce qui t'a un peu, tu vois, le truc des biomarqueurs, machin et tout, mm, ce qui peut être un peu énervant ou gênant quand tu l'as digéré, c'est c'est que tu as l'impression que c'est un retour en arrière, tu vois. Alors qu'en fait, euh, enfin, non, ok. non, Moi, je vas-y, trouve vas-y, que je suis c'est d'accord avec justement, toi. c'est un truc didactique, tu vois. Moi, je me rappelle à l'époque, le, 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 le- ça m'a rendu plus empathique, ça m'a rendu, Mm, et puis maintenant, tu vois, je pourrais te dire très sereinement, il y a un lien direct entre, euh, entre ce que tu expérimentes et ce qui se passe dans ton corps, mm, entre ce que tu expérimentes dans la vie, dans tes relations et ce qui se passe en termes de chimie, en termes ouais, même de maladie, tu vois. Mais bon, c'est après avoir digéré tout ça, tu vois, que je peux le dire aussi facilement. Et je pense que ça vaut le coup quand même de s'y pencher, tu vois, d'aller voir quels sont, comment c'est construit tout ça, comment toute cette toile d'araignée, quelle est son architecture, tu ouais, vois. Mais trop bien. Bah, ouais. j'espère que ça donnera
envie aux personnes qui peuvent commencer à s'interroger sur ces choses-là, qui ont écouté l'épisode de s'y intéresser et d'aller un peu Mm. creuser tout ça. Peut-être juste un petit élément Yes. dans ce parcours. Ben, trop cool. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais partager sur l'article ou est-ce que c'est bon, tu as l'impression qu'on a quand même un peu fait le tour? Moi, je pense que ouais, on a fait le tour C'est bon? de ce que j'avais envie de dire en tout cas. Super. Et du coup, pour terminer, il y a deux questions que j'aimerais bien te poser. Il y en a une, c'est est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voulais partager sur toi, sur ton activité ou des choses que tu fais qui te semblent pertinentes de dire? Tu as déjà un peu partagé. En fait, tu fais pas mal de trucs, c'est faux, genre clinique, Ouais, l'école, et ensuite, ouais, c'est- des actes yoga et cours de gym. ouais, voilà. Bah là, ma résolution, c'était de garder tous ces trucs-là parce que je kiffe trop. Mais je faisais 2 cours de yoga, je vais en faire qu'un seul parce que en fait, je peux pas me C'est trop. disperser partout. Et par contre, voilà, mes projets, c'est de continuer un peu là-dedans, euh, voilà, dans les proportions qui me conviennent bien, et de tendre vers toujours plus d'ouverture aussi, enfin d'essayer voilà. Et un de mes gros projets de cette année que j'ai depuis 2, 3 ans là, que j'ai du mal à mettre en place, mais je suis fermement résolu à ce que ça aboutisse quand même, c'est de créer des formations, tu vois, qui, qui, qui synthétisent un peu tout ça, qui m'aident à toucher un peu plus en formation continue, tu vois, parce que je le fais en formation initiale, j'adore ça. Mm, Maintenant, offrir, offrir des outils aux gens déjà diplômés pour mieux prendre ces facteurs-là en considération. Et moi, tu vois, mon prisme d'abord, ça reste le yoga. Donc j'ai ce projet-là. Ça s'est pas encore formalisé, mais euh, si jamais il y a des directeurs d'organismes de formation qui m'écoutent, je risquer de recevoir des mails de moi cette année avec des propositions. Euh, voilà, notamment voilà, des outils que propose le yoga en kiné. Euh, et, euh, et par rapport aux recommandations aussi, il y avait non? ouais, eh ben, déjà bonne chance avec ce projet. Je pense que Ouais, merci. c'est vraiment cool d'avoir ce genre de trucs qui arrivent dans le paysage. Et ouais, bah, l'autre question, c'est que j'aime bien terminer l'épisode avec si tu as quelque chose en tête, mais est-ce que tu aurais une recommandation, car pas forcément en lien direct avec la kiné, tu vois, mais est-ce Mhm. qu'il y a des trucs un truc que tu as lu, ou une musique, ou une pièce de théâtre, ou un truc de danse, ou je sais pas, un truc de l'ordre de l'art dans toutes les formes que ça peut être, qui t'a touché, qui Ok. te fait De réfléchir, l'art. que tu as envie Ah, de ah. partager. Ça peut être un livre. Bah, après, Ouais, carrément. ouais. Euh, Alors, musique, ça va pas être musique parce que j'écoute que du rap et je pense que c'est ça. On va pas trouver ce qu'on cherche là-dedans. Mais là, pour le coup, j'ai lu un livre là il y a pas longtemps qui a été écrite par une docteure en neurosciences. Donc ça reste un peu dans le milieu scientifique, c'est moyen artistique, mais franchement, j'ai trop kiffé. Euh, c'est une dame qui s'appelle Sama Karaki, je t'en avais parlé, et ça s'appelle Le talent est une fiction. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que elle s'intéresse beaucoup au prisme de l'éducation, tu Mm. vois, par tous les mécanismes d'apprentissage et tout, et elle fait vraiment le lien. Enfin, en tout cas, sur la quatrième de couverture, elle le dit direct que c'est un ouvrage qu'elle a écrit, enfin, en tout cas, pour plaider en faveur de plus de justice sociale. Et je trouve qu'il y a tellement de parallèles à faire avec la, comment dire, avec notre pratique en kiné, tu vois, avec ce qu'on essaie de faire avec les patients et tout. Il y a trop de, voilà, toutes les théories de l'apprentissage, c'est des choses qu'on peut exploiter nous en clinique, tu vois. Et, euh, et sinon, non, sinon, je peux citer un album aussi. C'est l'album je vais à leur concert samedi, Isha et Limsa Dolnay, qui sont trop forts. Et, euh, et voilà, si jamais vous avez envie d'écouter ça et que vous aimez bien le rap et que vous connaissez pas, c'est génial. Même si ça n'a aucun rapport avec le podcast. Et C'est parfait. bon, Trop en cool. tout cas, je voulais te Merci remercier beaucoup. hein, parce que ça m'a fait trop plaisir de reparler avec toi et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser en vrai. Carrément. Et c'est trop bien le boulot que tu fais. C'est trop cool. Voilà. Merci, Théo, ça me fait trop plaisir. Et merci vraiment d'avoir participé à ce podcast. Et j'espère que les personnes qui auront écouté vont apprécier aussi. À très bientôt. Salut.